Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de l'Interview, un podcast dédié aux interviews d'actrices du livre. Moi, c'est Jonathan Lhuillier, auteur et graphiste indépendant spécialisé dans les romans, mais surtout hôte de ce podcast. Le mois des fiertés, qui a lieu tous les ans au mois de juin, est un mois important pour la communauté LGBTQIA+, dont je fais partie. Et j'ai toujours voulu y contribuer sans jamais vraiment y arriver. Mais cette année, j'ai mon podcast. Et j'ai donc décidé de mettre à l'honneur non pas une auteurice, mais bien plusieurs tout au long de ce mois. Tous les samedis, tu pourras donc retrouver un épisode de l'interview d'environ une demi-heure dans lequel se présenteront au moins 3 ou 4 autoristes queer au travers d'une citation et de 5 questions. Je suis vraiment très heureux de te présenter ce podcast et j'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer avec autant de plaisir. Sur ce, il est temps que je laisse la place aux invités du jour. L'extrait que je m'apprête à vous lire est tiré de No More Lies, une romance fantastique publiée chez Viβλio Stories et mettant en scène Eden, un solitaire étudiant en art, et Callister, un démon rebelle et paresseux exilé sur Terre pour avoir, sur un coup de tête, condamné les humains à ne plus pouvoir mentir. La crypte était l'un de ces lieux sacrés des enfers qui n'intéressaient plus grand monde. En son centre, un arc de cercle de piliers de marbre accueillant 5 artefacts baignés dans la lueur rouge diffusée par de hauts vitraux. Et si les démons les plus pieux venaient volontiers offrir de leur temps en ces lieux vénérés, Callister, lui, fit résonner un lourd soupir de lassitude. À l'unisson, les 5 démons agenouillés devant les artefacts lui lancèrent un regard réprobateur. « Tu peux y aller », murmura Claudine la furie à l'un d'entre eux. Un vieux démon aux cornes de bois se leva en silence sans quitter Callister des yeux. « Tu vois », murmura ce dernier. Lui-même n'a pas l'air convaincu que... « Tu t'agenouilles et tu te tais », coupa Claudine avec impatience. Le visage fermé, le garçon s'exécuta. Face à lui, une pierre gravée d'un doigt porté sur des lèvres scellées se couvrait, seconde après seconde, d'un peu plus de poussière. Mensonge, l'artefact des apparences. Il était entouré de regrets, jugements, égos et influences. Les pouvoirs qu'il renfermait ne lui étaient même pas destinés, ni à lui, ni à aucun autre démon. Ils étaient offerts aux humains, puisés dans les profondeurs des enfers grâce aux énergies condensées dans ces pierres via la prière démoniaque. Il en existait également de l'autre côté, gardés par des anges. Et le tout, disait-on, formait l'équilibre utile aux humains pour évoluer. À cette idée, Callister pouffa, lui valant une nouvelle vague de regards sévères. Claudine venait à peine de quitter la crypte, et les seules pensées du garçon se dirigeaient déjà vers le confort ennuyeux de sa caverne. Quand le devoir se rappelait à lui, souvent sous les traits d'une rigide furie, son dédain pour l'autorité et les humains prenait pleine possession de ses esprits. Il laissait alors généralement libre cours à son imagination. Chaos, panique, anarchie, rien n'était trop beau. Mais plus le temps passait, plus il lui était difficile de contrôler son rejet sans concession de l'ordre établi. « Tu t'agenouilles et tu te tais », les mots de Claudine lui martelaient le crâne. Enchaîné à l'artefact qui ne quittait plus les yeux, sa mâchoire se crispa sous la colère et la frustration. La perspective d'offrir son éternelle existence aux humains lui retournait l'estomac. Qui parmi eux reconnaîtrait son dévouement ? Qui avait même conscience du pouvoir qui résidait entre ses mains à ce moment même ? Après tout, il pourrait bien céder à la tentation de le corrompre. Qui aurait le temps de l'en empêcher ? Une seconde d'égarement, et les humains seraient privés du mensonge et de l'hypocrisie. Ils seraient forcés à la vérité. Callister prit une grande inspiration. Le fantasme, peu à peu, devenait une possibilité. Et si ? Une seconde d'égarement, répéta-t-il alors à voix haute. Et tandis que l'écho de ces mots se perdait dans les recoins sombres de la crypte, ses lèvres s'étirèrent avec malice. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Michael Druard, je suis un auteur spécialisé en littérature de l'imaginaire. J'ai écrit un peu de science-fiction, de fantasy, mais je me spécialise surtout dans le fantastique. Mon aventure éditoriale a démarré en 2017 avec les Chroniques de la Faucheuse, puisque je suis passionné par tout ce qui a trait au mystère, à l'étrange, à l'ésotérisme, et tout particulièrement à ce qui peut se trouver de l'autre côté du voile et de l'autre côté de la vie. Donc avec ce recueil, j'explorais un petit peu l'univers de la Grande Faucheuse. C'est un livre qui a connu 2 vies, puisqu'il est passé par 2 maisons différentes, avant de passer en auto-édition via KDP suite à la fermeture de ces maisons. Je travaille depuis quelques années avec Vivilio Stories, pour lesquels j'ai écrit Les Contes de la Fée Lune, Les Enfants de Castlewood et No More Lies. Donc, ils sont respectivement un recueil de contes pour enfants, une série horrifique et une romantaisie. Et de manière générale, on a tendance à retrouver beaucoup de, justement, ce mystère qui me passionne, puisque je parle de faucheurs, comme je parle d'anges, de démons, de fantômes. Pour moi, c'est un terrain qui est très riche, très inspirant, et qui me permet d'aborder aussi la vie de mes personnages de manière différente.
À côté de ça, puisque je ne me passionne pas que pour la mort, je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo, principalement Nintendo, hein, les classiques, Pokémon, Animal Crossing, Zelda. Je regarde beaucoup de séries, je me remets à regarder beaucoup de films également et je lis. Même si j'ai connu une très longue période de panne de lecture, je me remets à lire. Et puis la musique a également une grande place dans ma vie puisque j'écoute beaucoup de musique de films, de musique épique et je peux très bien me laisser entraîner, pendant des heures au fond de mon canapé avec un casque sur les oreilles, sur des terrains imaginaires, juste en lançant une playlist. Voilà tout ce qui m'inspire et tout ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de raconter des histoires. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+ dans tes histoires? La place de la représentation LGBTQIA+ dans mes histoires, elle est devenue capitale. Parce que j'ai été adolescent dans les années 2000. J'ai commencé à avoir des vrais projets d'écriture vers 15-16 ans. J'en ai 35 aujourd'hui. Et à l'époque, j'étais très mal à l'aise avec l'idée de mettre des personnages queer dans mes histoires. Parce qu'ils me renvoyaient déjà à moi. Ils me renvoyaient à ce que j'étais et à ce que je ne voulais pas être, puisque je ne m'acceptais pas. Et puisque je me réfugiais dans les histoires fictionnelles, que ce soit en série ou en livre ou en film, qui ne mettaient pas du tout de personnages queer au premier plan, j'avais l'impression d'un coup de me mettre aussi à part de mes univers imaginaires, que ce soit ceux que je crée ou ceux qui m'inspiraient. Un personnage queer dans une histoire, c'était tellement hors de propos à l'époque, ça n'avait tellement pas de sens à l'époque, c'était tellement mal vu que ça me mettait encore plus à part, y compris dans mes univers imaginaires. Donc, je fonctionnais comme un hétéro, quoi. Et mes mondes imaginaires étaient complètement hétéronormés. J'ai évolué avec le temps, heureusement. Je me suis accepté. Là, ça a commencé à changer. J'ai commencé à vouloir mettre des personnages comme moi dans mes livres. Sauf que c'était encore tôt. Et ceux qui ont mon âge ou même un peu moins savent que on n'avait pas de personnages queer. On n'a pas eu de personnages queer, en tout cas en personnages principaux et en littérature jeunesse, avant assez tard. C'est très récent le fait d'avoir des livres aussi populaires qu'Heartstopper, par exemple. C'est très récent. On n'avait pas ça du tout à l'époque. Et du coup, moi, ça m'a fait paniquer. J'avais peur que mes livres, si je mettais des personnages queer dedans, soient rejetés par le milieu éditorial. Sauf que j'avais une passion tellement viscérale pour l'écriture que je ne me voyais pas ne pas devenir écrivain. Et du coup, j'ai manqué de courage à ce moment-là. Je me suis plié plutôt à ce qui était attendu. Et je me suis réfugié dans un mode de pensée qui n'était pas le mien pour pouvoir me fondre dans la masse qui m'intéressait et la masse dominante, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est capital pour moi de mettre des personnages queer dans mes histoires. Alors déjà, je le peux grâce à des personnes qui ont eu plus de courage que moi et qui, elles, n'ont pas eu peur de se montrer pour qu'on les montre en retour. Hein, si aujourd'hui on voit tant de personnages queer à la télé ou même dans la fiction de manière générale, c'est parce qu'il y en a qui se sont imposés, qui ont mis les deux pieds et qui ont dit bah voilà, je suis là, donc montrez-moi. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Par contre, ce qui existe toujours aujourd'hui, c'est des adolescents solitaires, des personnes qui évoluent dans des milieux qui les rejettent, qui vivent dans une espèce de bulle de rejet, de haine, qui tournent en haine d'eux-mêmes, comme ça a été un peu mon cas à l'adolescence, puisque je vivais dans un monde qui n'était pas le mien pour pouvoir me sentir accepté. Et pour ces personnes qui traversent ces sentiments de solitude tels que j'ai pu les avoir, ces impressions de rejet telles que j'ai pu les avoir, aujourd'hui, je me dois, en fait, je me dois de mettre des personnages queer dans mes histoires. J'ai encore peu d'histoires comme ça, puisque j'ai peu publié récemment, mais No More Lies, pour moi, est un accomplissement pour ça aussi. Pouvoir donner à la jeunesse des histoires dans lesquelles il y a pas question d'homophobie, il n'est pas question de combat contre l'homophobie ou contre la transphobie, puisque j'ai aussi un personnage transgenre dans ce livre-là. C'est juste de faire évoluer, de faire exister des personnages queer dans un monde imaginaire pour pouvoir dire à ces gens-là, vous voyez, même là, vous existez. Vous existez au même titre que vous pouvez être un héros, vous pouvez être un personnage principal. Et si c'est le cas dans la fiction, c'est le cas dans la réalité aussi. Quelle œuvre LGBTQIA+ aurait aidé le toi enfant à mieux se comprendre et se construire? En fait, à l'époque, j'aurais besoin un peu de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire des histoires qui présentent des personnages ou des romances queer sans justifier leur présence. C'est-à-dire qu'elles sont là et c'est normal. Elles sont pas pareilles que les romances hétéros, mais elles ont la même place, elles ont la même magie, elles apportent la même chose. Et j'aurais juste eu besoin de cette dose-là simplement. On n'a pas besoin forcément que toutes les œuvres soient militantes. Les œuvres militantes sont très importantes évidemment. Les œuvres pédagogiques sont importantes aussi parce que des enfants aujourd'hui, tant qu'on n'a pas atteint en effet cette égalité complète, les œuvres pédagogiques pour les enfants sont importantes aussi pour montrer que oui, une famille, ça peut prendre différentes formes, par exemple. Mais je sens que
moi, j'ai tellement souffert de la solitude et de, l'impression que j'avais pas la même adolescence que les autres. Moi, j'aurais eu besoin d'histoires que je regardais à l'époque ou que je lisais à l'époque avec une part de moi dedans. Ça peut par exemple, alors j'ai parlé beaucoup de séries parce que j'étais très série et je suis encore très série aujourd'hui. Julie and the Phantoms, par exemple. On est clairement sur, c'est réalisé par Kenny Ortega qui a réalisé High School Musical, donc on est sur une patte Disney Channel un petit peu, hein. On est vraiment dans le même esprit. C'est très naïf, c'est parfois un peu mal joué, c'est très musical, c'est très, très fleur bleue et on a des personnages queer. Là, on a 2 personnages homosexuels dans cette série. On ne justifie pas leur présence là-dedans. C'est un programme qui est destiné aux enfants, aux ados et qui est quand même beaucoup regardé par les adultes, la preuve. Mais ils sont là et c'est tout. Et c'est tout ce dont j'avais besoin, puisque moi j'étais très Disney Channel à l'époque aussi. J'avais besoin de ça. J'avais besoin que dans ces univers-là qui faisaient rêver tous les ados, avoir aussi un peu ma place. Ça passait juste par ça. Et c'est un peu arrivé à l'adolescence quand même. Vers 15-16 ans, moi, si je peux penser à un exemple, c'est Desperate Housewives, qui a quand même changé un petit peu les choses pour moi parce que j'avais 15-16 ans quand j'ai commencé la série et soudainement, je regarde cette série que je considère être déjà à l'époque super et j'étais dedans, j'étais passionné comme je pouvais être passionné par plusieurs séries de manière générale et là, on apprend qu'un personnage est homosexuel. Et c'est un personnage, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est un personnage tel qu'on le connaît tous. Andrew Van de Camp, c'est n'importe qui. Andrew Van de Camp, c'est le petit con du lycée, c'est le voisin qui fait chier. Et pour moi, ça a tout changé en fait. Il y a quelque chose en moi qui a réagi et c'est la première fois que je me suis senti représenté en fait par ce personnage. Alors on va parler d'homophobie autour d'Andrew Van de Camp, notamment dans sa famille. Il y a ces sujets-là qui vont être soulevés. Mais malgré tout, c'était pas une caricature, c'était même un personnage plutôt désagréable, finalement. Il ressemblait plus à un bully qu'à autre chose. Mais c'était un personnage qu'on croise tous les jours. Et il était gay dans une série grand public. Et il avait mon âge. Et il était juste là, en fait. Et pour moi, ça m'était jamais arrivé de me retrouver face à un personnage qui, certes, ne me ressemblait pas beaucoup, mais avait des points communs avec moi ou que j'aurais pu croiser tous les jours dans la vie. Et ça paraît bête à dire aujourd'hui, hein, parce que des personnages d'adolescents queer dans les séries, on en voit de plus en plus et c'est super. Mais c'était pas beaucoup le cas à l'époque, surtout dans des séries grand public comme Desperate Housewives. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point ça avait été important pour moi de me retrouver de me retrouver vraiment et de retrouver cette partie de moi que j'acceptais pas encore complètement dans des œuvres de fiction. Et ça m'a aidé d'ailleurs à me sentir mieux. Même si le personnage était détestable, ça m'a aidé à me sentir exister un peu plus, en tout cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attache plus d'importance à la représentation queer dans mes œuvres et que ce sera de plus en plus le cas avec le temps, en fait. Et je ne peux plus passer à côté maintenant. Quelle œuvre ou quelles œuvres LGBTQIA+ conseilles-tu systématiquement? Pour ce qui est des recommandations, déjà concernant les livres, moi j'ai un énorme retard sur ma culture littéraire queer, notamment parce que je suis passé par des années de panne de lecture dues à de l'anxiété, des problèmes de concentration. Donc les recommandations, humblement, je vais les prendre plutôt que les donner parce que ma culture n'est pas assez affûtée sur les œuvres littéraires queer, autant que sur les auteuristes queer d'ailleurs. Après, je suis très heureux de voir que sur les autres médiums, en effet, on voit de plus en plus de personnages queer inclus dans des histoires qui ne mettent pas en avant forcément leur sexualité ou de la romance. Ça arrive évidemment, mais c'est pas systématique. Et si c'est ce que vous voulez, si vous voulez juste voir des personnages qui vous ressemblent dans des œuvres, tout ce qui est le plus classique, ça peut passer par Sexify, par exemple, qui est une ode à la libération sexuelle et qui met en valeur tout type de personnages, tout type d'orientation. Du côté animé, on a Queer Force qui est plutôt pas mal, que j'ai pas terminé mais qui est plutôt pas mal. Sense8, pour ceux qui n'ont toujours pas vu Sense8, allez-y. J'ai découvert Mes Premières Fois également, qui est là plutôt une série destinée aux ados et jeunes adultes dont je n'attendais rien et qui là aussi met en scène une diversité de personnages qui est très intéressante. Et autre découverte également sur Prime Video, Sex Slaves of College Girls, qui là, bon, va mettre un peu plus l'accent quand même sur le manque d'acceptation d'une personnage lesbienne, pour le coup, mais qui, au travers de ses propres complexes, va l'ouvrir à tout un nouveau champ de connaissances en allant à la rencontre de personnages queer complètement divers, des personnes non-binaires, des personnes trans. Et c'est plutôt intéressant à voir. Et la série, de manière générale, est très chouette aussi. Après, très bateau, je conseille toujours aux personnes qui n'ont jamais regardé RuPaul's Drag Race de regarder RuPaul's Drag Race. Alors, toutes les saisons ne se valent pas également, mais pour moi, c'est une ode à
la libération de soi. J'ai tendance à considérer les personnes drag comme les personnes les plus courageuses que je connaisse, en fait. Il faut un courage monstrueux dans la société dans laquelle on vit pour pouvoir dépasser les barrières du genre, pour s'exposer de la sorte de manière souvent si exubérante et juste dire au monde qu'on existe en étant exactement tout ce qu'une partie du monde rejette encore aujourd'hui. Moi, j'ai découvert le drag grâce à Drag Race et ça m'a complètement ouvert les yeux sur ces personnes formidables qui se cachent derrière ces épaisses perruques et ces couches de maquillage. Peu importe comment on s'identifie, juste regarder Drag Race pour ça, quoi. Ça pousse à la libération de soi et à l'acceptation de soi, c'est absolument merveilleux. Pourquoi devrions-nous te lire? Pourquoi on devrait me lire? C'est trop compliqué, c'est trop compliqué à dire. Si mes histoires vous intéressent, lisez-les. C'est presque tout ce que j'aurais à dire. Disons que si on revient un peu sur le thème quand même de ce podcast, je n'ai pas inclus par le passé autant de personnages queer que je l'aurais voulu. J'ai enfin commencé à le faire. No More Lies, qui est ma première romance queer, est sortie cette année et elle marque un tournant pour moi parce que je veux aller encore plus loin. Je veux que tout le monde puisse se sentir représenté parce que jusque-là, depuis que j'ai commencé à écrire, puis j'ai commencé même à inventer des histoires quand j'étais petit, mon objectif a toujours été de rêver, de faire rêver, de transporter dans d'autres mondes, de porter de nouveaux regards sur la réalité. Vous savez, comme quand on lit Narnia et qu'on va juste derrière aller frapper au fond du placard pour voir au cas où s'il n'y a pas un autre monde. J'ai envie que cette magie-là, cette magie qui passe par la littérature, elle soit accessible à tous. Donc je continuerai à écrire de la littérature de l'imaginaire, mais avec de plus en plus d'inclusivité. Je veux que cette magie-là, elle soit accessible à toutes et tous, parce que ça n'a pas été le cas pour ma génération quand quand on était enfant et ado. Enfin, on s'est débrouillé quand même pour, moi j'y allais quand même, hein, frapper au fond du placard pour aller voir s'il n'y avait pas une part de Narnia, mais j'ai envie que chacun sente qu'il a sa place dans cette possibilité de s'évader et de visiter d'autres mondes. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à dire en tout cas sur mes intentions et sur l'avenir de ce que j'écrirai en tout cas. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un de mes romans qui s'appelle La fiancée vengeresse. C'est un one-shot et une romantaisie lesbienne que j'ai décidé de commencer à écrire suite à un concours Fixia, le concours Nemesis qui a commencé en novembre 2023 et qui est désormais terminé. Fixia, c'est une plateforme d'écriture sur laquelle vous pourrez retrouver justement les 6 premiers chapitres de cette histoire si l'extrait vous a donné envie. Pour vous en dire un peu plus sur La fiancée vengeresse, il s'agit d'un monde où 5 royaumes vivent en paix malgré une menace qui pèse sur eux. Et pour protéger ce royaume, un rituel est régulièrement mis en place. Et pour renforcer ce rituel, il n'y a qu'une seule règle dans ces 5 royaumes. Tous les habitants doivent se marier avant l'âge de 30 ans pour s'unir à cette fameuse protection magique. Et dans cet univers, nous allons suivre 2 personnages. D'un côté, Alexandra, commandante en chef de l'armée de son royaume. Elle a donc un travail très prenant, plein de responsabilités. Et lorsqu'elle n'est pas sur le champ de bataille, elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est profiter des plaisirs de la vie et qu'on la laisse tranquille. Le problème, c'est qu'elle approche tout doucement de l'âge fatidique des 30 ans et ça, ses parents ne sont pas prêts de l'oublier. Et comme ils sentent que leur fille n'a pas du tout envie de s'intéresser à ce genre de questions, eh bien, ils vont conclure à sa place un mariage arrangé. Sauf que bien sûr, tout ça ne va pas plaire à Alexandra. Son chemin va rencontrer celui de Ludmilla. Ludmilla qui a récemment perdu sa petite sœur dans des circonstances assez étranges. Au plus profond d'elle, elle en est persuadée, sa petite sœur a été assassinée. Et il se pourrait bien que le suspect principal soit en fait un membre de la famille d'Alexandra. Elle va donc tout faire pour se rapprocher des lieux du drame et mener son enquête en toute discrétion, et pour cela, elle va conclure un pacte avec Alexandra. Pacte qui prendra la forme d'un faux mariage dans lequel Ludmilla va devoir tout faire pour cacher ses véritables motivations. Et vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. Il se pourrait que des sentiments s'invitent un petit peu à la fête. Du coup, avec ce petit résumé que je viens de vous faire, cela vous permet de voir un petit peu les quelques tropes que vous pourrez retrouver dans La fiancée vengeresse, comme par exemple le enemies to lovers, la proximité forcée ou le faux mariage. Je vais donc maintenant vous lire un petit extrait de La fiancée vengeresse et il s'agira du début du chapitre 1 du point de vue d'Alexandra. Il n'en est pas question, assénai-je en tapant des poings sur la table. Le déjeuner se déroulait plutôt normalement avant que ma chère mère m'annonce le fabuleux projet qu'elle a prévu pour moi. Je hais Willa Hofsky. Oui, je hais ma propre mère. Et pour cause, elle me rend folle en permanence, mais là, elle dépasse les bornes. Comment ose-t-elle m'imposer un mariage arrangé ? Mon père, nullement gêné par la tension ambiante, essuie avec du pain la sauce du plat que nous venons de déguster.
Il sait pertinemment que sa femme ne le laissera pas intervenir et qu'il est inutile de lutter contre elle. Tu vas accepter la proposition de la famille Arden, et sans discuter, réplique ma mère, attrapant son verre de vin avec brusquerie. Les mères d'Amy n'attendront pas éternellement que tu leur donnes ton accord, et je refuse que tu loupes cette opportunité. Mais je te dis que je ne veux pas l'épouser, répliquai-je, les mots sortant un par un d'entre mes dents. Je suis tellement tendue que j'en ai mal aux mâchoires. Mes yeux me brûlent alors que des larmes de rage affluent à leur coin. Il ne faut pas que je pleure devant elle. Hors de question. Je prends une grande inspiration en fermant les paupières. Ma mère en profite pour poursuivre. Et moi, je te dis que tu vas obéir, comme tu sais si bien le faire. Ton père et moi t'avons laissé suffisamment de temps pour décider avec qui t'unir. À quel moment vous ai-je laissé entendre que je cherchais à me marier? N'en fais-je déjà pas assez pour le royaume? Je devrais en plus sacrifier mes relations personnelles et ma vie de femme? Protestai-je en rouvrant les yeux. S'il pouvait lancer les flammes, ma mère serait réduite en cendres à l'heure qu'il est. Comment peut-elle me faire un coup pareil? Elle qui rechigne d'ordinaire à se lier magiquement à une autre famille, un intérêt politique se cache forcément dans cet arrangement. Sauf que moi, je n'y vois aucun intérêt du tout. J'enchaîne sur ma lancée avant qu'elle ne me contre. Et je veux encore moins me marier avec Amy. Et tu sais comment elle est, fantasque, insouciante, lunatique. Et nous n'avons aucun point commun. Je ne vois pas en quoi elle peut me convenir. Je me contrefiche de ce qui te convient, Alexandra. Tu as bientôt 30 ans, tu sais ce que cela implique. Ne joue pas les ignorantes avec moi. Tu as des devoirs à accomplir et ce n'est pas négociable, gronde-t-elle en abattant son gobelet en étain sur la table. Le bruit mat me fait presque sursauter, et je vois alors son visage afficher un air méprisant. Quelque chose la démange, et je sens que je vais encore en prendre pour mon grade. Ça ne manque pas. Et ne prétends pas que tu n'as pas pu trouver chaussure à ton pied. La moitié du royaume a dû passer dans ton lit. Ce n'est pas comme si ton choix avait été limité. J'ai beau m'être préparé à son attaque, un hoquet m'échappe, malgré tout, quand je l'entends me cracher cela au visage. Sous le choc, ma bouche s'ouvre, et toute tentative de répliquer laisse place à l'indignation. Tu me traites de traîner ou je rêve? Soufflai-je les yeux écarquillés. Ce n'est pas ce que ta mère sous-entend, Alex, intervient mon père, qui sait choisir son moment pour sortir de son mutisme. Ta façon de profiter des plaisirs de la vie ne nous dérange absolument pas. Il peut bien tenter d'apaiser la situation d'un geste de la main ou par ses paroles. Je ne suis pas naïve, et la moue dédaigneuse de ma mère me donne raison. Je sais ce qu'elle pense de ma façon de séduire aussi bien des femmes que des hommes et de butiner à droite et à gauche à l'envi. Si son avis ne m'a jamais importé, sa manière de décrire mes relations suinte d'un dégoût encore plus prononcé que d'habitude. Si vous n'avez aucun problème avec mon style de vie, pourquoi m'imposer une union dont je ne veux pas? Maintenant ça suffit, Alexandra. Tu vas te taire et faire ce qu'on te dit, fulmine mère, en posant ses couverts dans son assiette. Madame ne veut pas. Non mais je rêve. Pour qui tu te prends, ma pauvre fille? Tu incarnes peut-être la loi dans ton travail, mais tu n'es pas au-dessus d'elle. N'oublie pas où est ta place, ou je me ferai un plaisir de te le rappeler lors de notre prochain tournoi. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je me présente, je m'appelle Ophélia Simon, j'ai 31 ans et je vis dans l'Est de la France. J'aime les chats, le café, l'automne et l'hiver, le football américain et lire sous tous les formats. Et bien sûr, je suis aussi autrice. J'écris principalement de la romance et dans à peu près tous les genres de l'imaginaire. Je garde mes histoires dans mes tiroirs depuis des années, mais j'ai lancé ma page autrice sur Instagram en mars 2024 pour enfin donner à l'écriture la place qu'elle mérite dans ma vie. Je suis actuellement en train de terminer l'écriture d'une romance contemporaine MF, qui est aussi le tout premier roman que je prévois de sortir en auto-édition, normalement cette année si tout va bien. Ce roman a pour titre provisoire Nouveau départ à Vaurenard et c'est le premier d'une saga de 4 tomes compagnons qui auront tous lieu dans la ville française Vaurenard qui est dans le Beaujolais. Vous pouvez également retrouver les 16 premiers chapitres de cette histoire si vous êtes curieuse de la découvrir sur le site de Fixia. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+ dans tes histoires? Alors, dans mes histoires, la place de la représentation LGBTQIA+ est, je dirais, indispensable, puisque je tiens à intégrer dans chacune de mes histoires de la représentation, que cela passe par un personnage qui serait de la communauté et qui serait un personnage principal ou secondaire, peu importe. En tout cas, c'est comme ça que je vois mes romans. Je veux absolument qu'il y ait un personnage de la communauté. Et ensuite, en plus de cela, j'aime aussi parfois aborder des thèmes autour de la cause LGBTQIA+, de manière plus ou moins centrale. Donc par exemple, dans mon roman en cours, j'ai choisi parmi les thèmes principaux de traiter de la LGBT-phobie. Mais dans d'autres textes, ça pourra aussi être totalement anecdotique et juste faire partie de l'identité du personnage, au même titre que le personnage pourrait être blond, avoir les yeux verts, être très petit, peu importe.
Voilà, comme par exemple dans La fiancée vengeresse dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure où, eh bien Ludmilla et Alexandra font partie de la communauté LGBTQIA+, mais ça n'a, aucune importance dans l'histoire. C'est vraiment, ça fait partie d'elle, mais au même titre que, eh bien, Ludmilla va avoir, les yeux de telle couleur et Alexandra les cheveux de telle couleur. Quelle œuvre LGBTQIA+ aurait aidé le toi enfant à mieux se comprendre et se construire? Ce qui m'aurait aidé quand j'étais enfant ou ado à mieux me comprendre et à me construire, je dirais qu'il y a 2 choses. Déjà la première, ça aurait été d'avoir plus de représentations non stéréotypées. Donc si je prends des exemples récents, ne serait-ce que dans la série The Last of Us, où on a par exemple un couple d'hommes et un couple de femmes, et chacun de ces couples est constitué de personnes qui ne sont pas du tout dans les clichés ou les stéréotypes de personnes LGBTQIA+ que l'on voit d'habitude, et rien que ça m'aurait fait, beaucoup de bien d'en voir plus, que ce soit à la télé, dans les séries, peu importe le média et même dans les livres. Ça aurait été vraiment, d'une grande aide pour moi, et je dirais aussi que quand j'étais ado, j'aurais aimé avoir une série comme, la série Sex Education sur Netflix. Donc c'est pas une série à proprement parler LGBTQIA+, mais c'est en tout cas, moi, ce que j'appelle une série, LGBTQIA+ friendly, puisqu'on aborde, toutes ces thématiques-là, et dans cette série, on montre surtout que c'est OK de pas savoir quelle est notre orientation sexuelle, quelle est notre identité de genre, si on fait partie ou non de la communauté LGBTQIA+, c'est OK, et on a le droit de prendre le temps de se renseigner, de se construire, de faire des rencontres, et cetera. Et ça, juste ça, en fait, ça m'aurait aidé, moi, la Ophélia adolescente, ça l'aurait aidé, et surtout à comprendre aussi que je ne suis pas seule dans cette communauté, qu'il y a plein de personnes incroyables, qui font partie de cette communauté. Et pour finir, ça m'aurait surtout aidé de manière, eh bien, je dirais assez pratique, puisque la moi adolescente, à part malheureusement connaître que, l'homosexualité existe, le reste du sigle LGBTQIA+, c'était un monde inconnu pour moi, et ça, mais si j'avais été au courant de ce que contenait toute la communauté LGBTQIA+, de toute sa diversité, de toute, enfin, ou même de toute la diversité dont peut se composer l'humanité finalement, si je peux aller plus loin en disant ça, bah, je pense que ça m'aurait ouais, énormément aidé à voir le monde différemment. Même si j'ai toujours eu, heureusement, une très grande ouverture d'esprit, à ce niveau-là, j'ai pas de souci à me faire. Mais j'aurais aimé, adolescente, avoir tous ces repères-là plus tôt. Quelle œuvre ou quelles œuvres LGBTQIA+ conseilles-tu systématiquement? Alors, il y en a 2. Il y a Heartstopper, donc que ce soit la version série disponible sur Netflix ou la version BD, bande dessinée, alors en anglais, en français, peu importe, il faut que vous fonciez il faut que vous fonciez sur cette saga. Elle est actuellement, en livre, il y a 5 tomes si je ne dis pas de bêtises, le sixième arrive très bientôt, et c'est incroyable, incroyablement bien dessiné, et l'histoire est incroyable aussi. Et ensuite, en termes de romance, je vais vous conseiller surtout, enfin, je conseille en permanence, quand on me demande une recommandation pour, de la romance MM, je conseille l'autrice Eden Finlay, et notamment sa saga Faux petit ami, qui est aussi incroyable. Je dis beaucoup incroyable dans cet extrait, mais vraiment, c'est pour moi la queen du MM. Il y en a plein d'autres, des queens du MM, mais elle, vraiment, voilà, si vous ne deviez commencer que par une seule personne pour lire du MM, foncez sur les livres d'Eden Finlay. Quelle auteurice queer recommandes-tu? Alors cette question n'a pas été simple pour moi, puisque j'ai tellement d'autoristes queer à vous recommander qu'il m'était difficile de n'en choisir qu'un ou une. Donc je vais d'abord vous parler de ma référence absolue, en tout cas quand j'étais adolescente. Il s'agit de l'autrice anglophone Kat Clarke, que je ne peux que vous recommander à 1000%. Je n'ai pas lu toute sa bibliographie, mais la majorité de ses titres sont disponibles en français si vous ne lisez pas en anglais. Mais si vous lisez en anglais, foncez aussi, puisque son niveau d'anglais est très très facile et très abordable. Voilà, Kat Clarke, c'est vraiment pour moi la référence, et je pourrais aussi notamment vous recommander le titre En revanche, qui a été très, comment dire, qui a marqué
littéralement ma vie et ma vie de personne queer. Au niveau des autoristes queer de chez nous, eh bien j'en ai 3 à vous recommander. Il y a d'abord Charlie Dark, donc si je devais vous citer un titre, il y a par exemple Home Run, qui est une romance MM qui est parue récemment, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a ensuite Raphaël J. Adam qui a écrit Les amis ne s'embrassent pas, passé minuit, disponible en auto-édition sur Amazon. Et enfin, Flo Gournay qui a notamment écrit Mon Valentin que je suis actuellement en train de lire. Pourquoi devrions-nous te lire? Vous devriez me lire pour plusieurs raisons, je dirais. La première, c'est que j'espère parvenir à travers mes histoires à vous faire vibrer, à vous faire voyager surtout et à vous faire ressentir un millier d'émotions, que ce soit des émotions positives comme négatives, puisque les négatives me servent aussi à mener des combats sur certaines thématiques et ça me tient vraiment à cœur. La seconde raison, ça serait pour les valeurs qui sont les miennes et que j'essaye de transmettre à travers mes histoires. Donc la tolérance, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, l'empathie, l'amour. Et enfin, je dirais que ce qui peut vous attirer dans mes romans, c'est le fait que j'amène mes lectrices à réfléchir, à discuter, à parler autour de soi, de sujets d'actualité, de thèmes dont on ne parle pas assez souvent, de toutes ces choses-là que j'aimerais voir plus souvent dans les livres et que du coup je me fais une mission d'inclure dans mes histoires. Voilà, j'espère que toutes ces raisons vous donneront envie de découvrir ma plume, que ce soit sur Fixia ou dans mes prochaines publications en auto-édition sur Amazon. Je voulais en profiter du coup pour vous remercier pour votre écoute et surtout un grand merci à toi, Jonathan, pour l'invitation. Je marche sur le sable en fredonnant, m'éloignant de plus en plus de la soirée, même si j'entends toujours le brouhaha ambiant et que j'aperçois encore les lumières de la fête en me retournant. Après quelques minutes, je m'arrête brusquement en apercevant une silhouette, assise sous un palmier. Il s'agit certainement de l'inconnu qui s'est enfui avant moi. Je décide d'aller le saluer, au moins pour m'assurer qu'il va bien. Je crois que je dois te remercier. Je lance en arrivant près de l'individu. Il relève la tête dans ma direction et je le reconnais immédiatement malgré l'obscurité ambiante. C'est mon jogger. Mes jambes me lâchent presque aussitôt, tremblantes, sans que je parvienne à déterminer le pourquoi du comment. Je ne m'attendais pas du tout à tomber sur lui et ça me perturbe étrangement. Il est encore mieux foutu que je l'imaginais, maintenant que je le vois de plus près. Il a l'air vraiment très beau, même si la nuit m'empêche de distinguer parfaitement les traits de son visage et encore moins la couleur de ses yeux. Ses cheveux semblent d'un noir profond et sont plaqués en arrière. Ils me paraissent relativement longs, mais c'est difficile à confirmer. Il ne répond pas, installant un petit silence embarrassé entre nous. Qu'est-ce que je suis bête. Il doit sans doute se demander pourquoi je le remercie sans raison apparente, et surtout, pourquoi je viens de me transformer en statue de glace devant lui, l'observant sans aucune gêne. C'est te voir partir qui m'a donné le courage de le faire à mon tour, je précise en détournant le regard décontenancé. Il se contente de hausser les épaules et baisse à nouveau le visage. Un vrai bavard, celui-là. C'est qui ce Williams? Je demande. Enfin, j'ai bien compris que c'était un sérieux mégalo complètement pété de thunes qui croit sauver la terre entière avec sa fortune sans doute gagnée illégalement ou dans tous les cas sur le dos d'honnêtes personnes. Bref, il m'a pas fait une super impression. Je m'esclaffe nerveusement après ma tirade. L'inconnu relève la tête, intrigué, un sourire au coin des lèvres. C'est mon père, se contente-t-il de dire. Oh, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous, moi c'est Jonathan Lhuillier, heureux membre du gang de l'alphabet. Je suis auteur et graphiste spécialisé dans les romans, couverture, mise en page, book trailer. Et accessoirement, je suis le créateur de ce podcast. Et je me suis dit que j'allais participer, moi aussi, parce que pourquoi pas. Alors du coup, j'écris depuis que j'ai environ 13 ans, et j'ai déjà publié 4 romans à 4 mains depuis 2019. Et mon premier roman solo est sorti le 15 juin 2024. Je suis aussi un très gros fan de séries, de lecture, de musique et de pop culture. Ah, et petit aparté, si vous êtes un allié LGBTQIA+, ou de toute autre minorité en fait, n'oubliez pas d'aller voter contre l'extrême droite le 30 juin et le 7 juillet, pour que nos droits et nos existences ne soient pas remis en question et que nous puissions continuer à parler de littérature LGBTQIA+, en toute liberté. Voilà, merci à vous. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+, dans tes histoires? Eh bien, je dirais qu'elle a une place assez naturelle, j'ai envie de dire. Depuis très longtemps, en fait, mes projets d'écriture comportent de la représentation LGBTQIA+, même si c'était en petite quantité au début. J'ai bien dû avoir quelques projets au tout début où il n'y avait pas de représentation LGBTQIA+, mais je ne m'en souviens pas. Et en fait, c'est venu très naturellement, sans que j'ai vraiment besoin d'y réfléchir, même avant que je ne comprenne ou que j'accepte que je sois moi-même concerné par toutes ces questions. Aujourd'hui, j'avoue que je n'ai plus un seul projet qui ne soit pas queer,
de près ou de loin, tout simplement parce que c'est ce que j'ai envie d'écrire, mais aussi et surtout, de lire ou de voir à la télé ou de voilà. Et ça marche avec toutes les représentations d'ailleurs. J'en ai juste marre de voir toujours les mêmes personnages lisses et qu'on voit déjà partout ailleurs. Voilà, le personnage blanc hétéro, qu'on a déjà vu, partout puisque c'était la norme, avant. Et mais moi j'en ai marre de voir cette représentation-là. Voilà. Sans compter que les LGBTQIA+ et les autres minorités ont été silenciés pendant des siècles et je trouve ça normal tout simplement d'en voir et d'en mettre un peu partout. Voilà, on existe et on a besoin de cette représentation et on au-delà de besoin, on a le droit d'avoir cette, représentation. Voilà, plus que jamais d'ailleurs en ce moment. Et je rajouterais, comme je l'ai déjà dit dans une autre interview et comme certains de mes collègues l'ont déjà dit dans des épisodes précédents, on a tellement besoin d'histoires où nous existons, tout simplement, sans que nos existences ne soient remises en question ou que l'histoire tourne autour de ça. Nous sommes LGBTQIA+ ou autres, mais nous sommes aussi tellement plus que ça et c'est ce que j'ai envie de montrer dans mes romans. J'aime aussi montrer des mondes où le fait d'être, LGBTQIA+, d'être queer n'est pas un problème et encore une fois, je parle de toutes les minorités et même si mes personnages peuvent se poser des questions sur leurs orientations sexuelles ou romantiques, c'est rarement un drame dans mes histoires d'être LGBTQIA+ et je trouve que c'est très important de montrer ça. Ah oui et du coup, ça me fait penser à une phrase que je vois souvent passer et qui m'agace particulièrement, qui est: «Oui, de la diversité d'accord, mais seulement si ça a un intérêt dans l'intrigue, hein». Alors, non, vraiment, arrêtez de dire ça. Vous faites ce que vous voulez, hein, rien vous oblige à mettre de la diversité dans vos romans, surtout si c'est pour, le faire mal. Mais franchement, cet argument ne tient pas la route. Nos identités ne sont pas une intrigue. Désolé de vous décevoir, hein. Je vous invite d'ailleurs à vous poser la question: est-ce que le fait qu'un personnage soit hétéro, ça a réellement un intérêt dans l'intrigue, hein? Non, la plupart du temps, ce sera non, la réponse. Donc pourquoi ça devrait avoir un intérêt si la personne est queer? Alors oui, bien sûr que si le personnage est LGBT, voilà, s'il y a une romance, forcément, elle sera avec un si c'est un personnage si c'est une femme lesbienne, la romance, ce sera forcément avec une autre femme. Voilà, par exemple. Mais, enfin, je sais pas moi, si on a Hercule Poirot, par exemple. Vous prenez Hercule Poirot, le fait qu'il soit, gay, par exemple, et ça changerait absolument rien aux histoires. On peut très bien, le faire gay, sans que ça remette en cause toute l'histoire. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Et pour finir, j'aimerais simplement dire que la diversité, moi, je trouve ça juste magnifique, en fait. Notre monde, il est pas binaire, il est pas en noir et blanc, et c'est tant mieux. Et sa beauté, elle se trouve dans nos diversités justement et il faut la montrer le plus possible, voilà, parce que c'est beau, tout simplement, voilà. Quelle œuvre LGBTQIA+ aurait aidé le toi enfant à mieux se comprendre et se construire? Alors, au risque de décevoir quelques personnes et de ne pas être très original, je dirais la série et les webcomics bien sûr, Heartstopper. C'est une histoire extrêmement mignonne, mais qui parle aussi de sujets très forts, sans jamais tomber dans le fatalisme ou le drama inutile. Oui, c'est feel good, oui, c'est positif, mais on parle quand même de problématiques LGBTQIA+, et même de tout un tas d'autres problématiques, en fait. J'avais déjà commencé les comics avant de voir la série, mais c'est la première saison de la série qui m'a vraiment, mais bouleversé, en fait. Ça m'a fait passer par tout un tas d'émotions, de la joie de voir cette superbe histoire, mais aussi à quel point la série allait aider énormément de personnes, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mais aussi un sentiment un peu étrange de mélancolie et de regret, en fait, de ne pas avoir eu ce genre de représentation quand j'étais plus jeune, justement. Peut-être que ça aurait pu m'aider à me comprendre plus tôt et mieux. Un sentiment aussi de jeunesse volée, j'ai envie de dire. À l'époque où j'ai grandi, ça fait là, on dirait un vieux qui parle, mais c'est pas grave. Donc, à l'époque où j'ai grandi, mais qui n'était pas si loin que ça, mais ce qui est encore plus triste, mais enfin bon bref. En fait, c'était impossible de voir ce genre d'histoire en fiction, ça c'est clair. Mais c'était aussi et surtout impossible de vivre une histoire pareille dans la vraie vie. Ou pas aussi librement, en tout cas pas aussi, pas comme ça. Donc oui, la série est aussi un peu amère pour les adultes qui n'ont pas eu la chance de vivre tout ça, mais en même temps, je trouve que ça fait du bien, c'est un peu, thérapeutique, je sais pas. Et aussi, même si le couple principal est un couple d'hommes, la série nous offre de la représentation bi, lesbienne, trans, aroace et bien d'autres,
sans même parler des représentations et des thématiques qui ne sont pas LGBTQIA+. Voilà, bref, c'est une série et une histoire qui compte énormément pour moi et qui m'aurait forcément aidé plus jeune. Ma réponse est Heartstopper, mais j'ai envie de parler d'autres œuvres quand même. Et du coup, forcément, vous l'avez vu venir si vous me connaissez, mais je vais vous parler de Young Royals, voilà. Vous savez à quel point cette série est un coup de cœur pour moi, si vous me connaissez un peu ou si vous me suivez. Et je pense qu'elle aurait pu m'aider pour ses nombreux messages, surtout celui autour du fait de se créer son propre chemin et de ne pas forcément suivre celui qu'on a tracé pour nous. D'ailleurs, qui est pas valable que pour les personnes LGBT, hein. C'est valable pour tout le monde. Alors après, je sais pas si c'est trop adapté à la jeunesse quand même, peut-être aux ados, mais pas trop à la jeunesse. Et je suis pas sûr que j'aurais apprécié cette série en fait en étant plus jeune, ni si j'aurais compris, je sais plus parler, ni si j'aurais pu comprendre tous les thèmes et les messages. Voilà. Mais bon, il y a aussi une série comme Shadowhunters qui aurait pu m'aider. Elle l'a peut-être fait d'ailleurs, maintenant que j'y pense, parce que bah, le couple Alec et Magnus, c'est simplement l'un de mes couples de fiction préférés de tous les temps. Voilà, rien que ça. Et en plus, c'est un jeu, bah, c'est de l'urban fantasy, donc c'est tout à fait ce que j'adorais à l'époque et ce que j'adore toujours d'ailleurs. Mais voilà, je regardais vraiment quasiment que ça à l'époque, hein. Donc oui, peut-être que ça aurait pu m'aider. Et oui, j'ai failli oublier de parler de Love, Simon, qui m'a d'ailleurs littéralement aidé pour le coup dans ma vie d'adulte, car c'est plus ou moins grâce à ce film que j'ai fait mon premier coming out et que j'ai commencé à m'accepter comme personne LGBT. Et aussi, si Charmed avait eu une intrigue LGBTQIA+, ça m'aurait vraiment aidé, puisque je ne vivais que pour Charmed quand j'étais plus jeune. Voilà. Quelle œuvre ou quelles œuvres LGBTQIA+, conseilles-tu systématiquement? Sans grande surprise, je vais répondre Heartstopper. Déjà parce que l'auteurice est queer, que le cast de la série est queer et qu'énormément de personnes qui travaillent en coulisses sont queer. Et ça, c'est très important pour moi. Bon, évidemment, le comics est génial aussi, et dans tous les cas, la série est écrite par l'auteurice des comics. Il y a, vous vous en doutez aussi, Young Royals, bien sûr, même si c'est vraiment pas le même délire de série. On les voit souvent cités en mode si vous avez aimé Heartstopper, regardez Young Royals, mais à part que ce sont deux mecs ados qui tombent amoureux, c'est à peu près la seule chose qui se ressemble dans ces séries, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que même si la romance peut paraître similaire, c'est traité complètement différemment et ça aborde des thèmes complètement différents. Et c'est ça, la diversité, justement. Donc voilà. Ensuite, je ne peux évidemment que citer Les Amants de la Lune d'Aurélie Château-Martin, parce que bah, alors c'est un roman adulte, par contre, voilà, avec quelques scènes olé olé. En gros, j'ai commencé ce roman dans le train. Et ça commence par une scène un petit peu olé olé. Voilà, bref, j'étais un peu mal à l'aise dans le train. Mais bref, au-delà de ça, c'est vraiment un de mes romans préférés. Et c'est surtout l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais lues. Et j'en ai, j'en ai des frissons à chaque fois que j'en parle ou que j'y repense. Donc voilà, c'est tellement magnifique. Et c'est queer plus, quoi, comme tous les romans d'Aurélie, hein, de toute façon. Je pourrais conseiller tous les romans d'Aurélie, puisqu'ils méritent tous d'être lus. Mais pour vous conseiller autre chose, ce sera, elle en a déjà parlé dans son interview la semaine dernière, mais je vous conseille les tutos de So, disponibles en papier, mais aussi gratuitement sur Webtoon. Et c'est une BD de tutos, donc, qui explique de façon ludique et avec des exemples concrets tout un tas de problématiques LGBTQIA+. Voilà. Donc qu'on soit concerné ou non, parce que c'est ça qui est cool aussi, ça essaye d'expliquer les choses aux non concernés. Et je pense sincèrement que tout le monde devrait lire cet ouvrage, et j'irais jusqu'à dire qu'il devrait être dispo dans toutes les écoles, en fait, qu'on devrait voilà, le lire partout. Voilà, voilà. Ensuite, je vous recommande, elle va être longue ma liste, hein, je suis désolé, mais je voulais varier, donc bref, je fais ce que je veux, c'est mon podcast, non mais oh. Donc je vous recommande aussi les comics Young Avengers de chez Marvel, qui est très queer, et plus largement tous les comics où apparaissent Wiccan et Hulking, qui est un couple que j'adore. Ah oui, j'allais dire un gros mot, pardon. J'ai failli oublier mon dernier coup de cœur, qui est Dead Boy Detectives. Vraiment, cette série, il faut absolument la regarder. C'est adapté de comics. J'ai pas lu les comics, je parle de la série du coup. Mais c'est très queer, et c'est tout simplement génial. Vraiment, elle est parfaite pour moi, cette série. C'est vraiment
si j'avais, enfin, c'est exactement l'histoire que je voulais regarder, en fait, enfin, que je veux, je sais pas comment expliquer. Elle est magique cette série pour moi, en tout cas, parce que voilà, c'est vraiment elle est parfaite pour moi. Bref, c'est tout ce que j'aime, quoi. Et c'est d'ailleurs dans l'univers de The Sandman, qui est aussi très queer d'ailleurs. Je voudrais aussi citer en dessin animé Kipo, qui est dispo sur Netflix et que j'ai adoré. C'est un monde post-apo, mais c'est complètement what the fuck. L'héroïne, elle est très positive, joyeuse, ça fait un contraste pas possible et très perturbant au début. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'ai adoré. Et la représentation queer, elle est là, clairement. Et en plus, c'est très bien fait. Ah oui, il y a aussi Legends of Tomorrow, qui est la série la plus queer du Arrowverse, et ça dans tous les sens du terme. C'est vraiment une pépite cette série. J'ose le dire, c'est un chef-d'œuvre. Ça part dans tous les sens. C'est complètement camp. C'est délirant. Bref, c'est génial. Oh oui, aussi. Non, bah, ça y est, on peut plus on m'arrête plus. Je pensais que j'allais avoir du mal à trouver des recommandations. En fait, on m'a plus. Bref, la magistrale première saison de Why Women Kill par le créateur de Desperate Housewives et qui a plusieurs histoires LGBTQIA+. C'est vraiment un chef-d'œuvre à tous les niveaux. La réalisation, la scène, une des scènes finales. J'en ai des frissons rien d'en parler. Elle est magnifique. Bref, voilà. Et aussi, parce que après tout, c'est une œuvre. Je vais citer Drag Race France, qui est une émission mais incroyable à tous les niveaux, qui est pour moi la meilleure version de Drag Race. J'adore. Donc, je recommande aussi Dead End, qui est à la fois un dessin animé et une bande dessinée, écrit par Amish Steele, qui parle de transidentité notamment, dans un univers déjanté et coloré. Petite annonce et toi de Fanny André, une romance de Noël toute mignonne en 2 tomes que j'ai adoré. La malédiction des anciens de Cassandra Clare, premier tome d'une trilogie consacrée au couple Alec et Magnus dont je vous parlais tout à l'heure. Roi de cendre aussi, un roman un peu particulier qui plaît pas à tout le monde mais que j'ai dévoré. J'ai adoré ce roman. Il y a Vox aussi de Natacha Didri qui est une de mes lectures de l'année que j'ai adoré. Et je vais finir par 3 webtoons, voilà, comme ça vous fait belle collection de recommandations. 3 webtoons, mais vraiment très différents des uns des autres, mais comme je disais, c'est ça la diversité, c'est ça qui est cool. Donc il y a Castle Swimmer, Porte Bonheur, qui parle d'énormément d'autres choses d'ailleurs, enfin c'est très queer, mais ça parle de dépression, de santé mentale, tout ça, vraiment, allez-y. Et Boyfriends, qui parle de polyamour. Quelle auteurice queer recommandes-tu? Déjà, tous les auteurices qui ont eu la gentillesse de participer à ce podcast, je les ai pas tous lus, mais si je les ai invités, hein, c'est pas pour rien. C'est que leurs univers et leurs partages sur les réseaux, ou nos discussions, ou leurs vidéos, enfin leur contenu, voilà, m'ont convaincu tout simplement. Alors je ne peux que vous les recommander. Et sinon, l'auteurice queer avec un grand A, j'allais dire un grand Q, mais bref, the auteurice queer que je recommande le plus et systématiquement, c'est évidemment Aurélie Château-Martin, que vous avez pu découvrir la semaine dernière. Et ses romans sont tout simplement incroyables. Et il traite de sujets tout aussi différents qu'importants, toujours avec justesse, recherche, elle fait beaucoup de recherches, et avec beaucoup de respect aussi. Et j'ai la chance d'être son ami et son bêta lecteur. Et je peux vous dire que même en premier jet, ses romans sont déjà quasiment parfaits. C'est assez incroyable en fait. Et voilà. Pour moi, c'est The Auteurist Queer. Et sinon, juste des noms en vrac pour pas encore faire une réponse à rallonge, mais on a Guillaume Guégan, Thibaut Benetou, Alice Osman, Becky Albertalli, Adam Silvera, Flo Renard, Joseph Kochman aussi, et sans doute beaucoup d'autres. Mais voilà, désolé si je vous cite pas, mais voilà, j'ai pas une très bonne mémoire. Mais c'est déjà bien. Pourquoi devrions-nous te lire? Ouah, alors, super question, tellement pas compliquée à répondre, hein. Je me demande qui est l'idiot qui a pondu ce questionnaire. Bon, plus sérieusement, pourquoi devriez-vous me lire? Parce que j'essaie de parler de problématiques importantes, mais au moins pour mes romans solo, mais aussi pour, les 4 mains, surtout les hashtags #missions. J'essaie de proposer des histoires, fun, positives et optimistes, voilà. Alors c'est pas le monde des bisounours, loin de là, mais quand même, j'essaye de porter cet aspect un peu là, tout en gardant, des sujets, importants. Et puis tout simplement, pourquoi me lire? Parce que j'écris ce que j'aimerais lire. Et même si je révolutionne rien, voilà, je pense quand même proposer, des choses originales et divertissantes. Je fais aussi pas mal de références à la pop culture, donc si c'est votre truc, bienvenue. Et je suis aussi un auteur concerné par les problématiques, LGBT
et je trouve que c'est quelque chose de très important de nous soutenir par tous les moyens possibles, voilà, surtout en ce moment. Et puis, je parle de magie, de sirènes, de malédictions, d'école d'assassins, d'amour, d'amitié, de fin de famille, de tellement d'autres choses, voilà. C'est tout, c'est fun de me lire. Allez-y, lisez-moi. Et dans tous les cas, merci beaucoup, 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 beaucoup de m'avoir écouté. Merci de suivre le podcast aussi. Là, je reprends un peu ma casquette de podcasteur, mais je suis très, très, très content et surpris et heureux des chiffres que fait cette série spéciale Pride. Ça me touche beaucoup, voilà, que vous écoutiez ce podcast. Donc, merci pour ça. Et merci aussi si vous décidez de me lire, de lire mes romans, voilà, ça compte tellement pour moi, tout ça, ça compte pour moi beaucoup, 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 voilà. Donc bref, je vous fais des bisous et je vous laisse avec le mois de l'intro. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de l'interview. J'espère qu'il t'a plu. Sens-toi libre de le partager autour de toi. Ne te gêne pas non plus pour faire la pub de tes autoristes et de tes fictions queer préférées un peu partout, qu'on inonde les réseaux de représentation LGBTQIA+. Encore un grand merci aux autoristes qui ont répondu à mon appel. N'hésite pas à aller découvrir leur travail, leurs liens sont en description. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prends soin de toi.